Bonjour à tous et merci d'être là pour ce premier débat d'une série de 7 que La République et l'Éclair organisent toute cette semaine autour des premiers tours des principales communes, des premiers tours des élections municipales 2020 pour les principales communes du Béarn et de la Soule. On commence par Oloron aujourd'hui. Merci à tous les candidats d'être là. Alors par ordre d'apparition, on a tiré au sort. Nous avons en premier Daniel Lacrampe qui représente la liste Oloron Ensemble Faisons-la rayonner. Nous avons ensuite Hervé-Luc Béreil, le maire sortant, Oloron, Confluence des énergies. Nous avons ensuite Nathalie Pastor et la liste citoyenne Oloron 2020. Et puis Bernard Uturi, Oloron en commun. Merci donc une seconde fois de votre présence ici. On est très contents. La règle du jeu a été donnée. On essaye de conserver le même temps de parole pour tout le monde. On a 5 questions pour chacun. Mais j'ai peut-être une question préliminaire que je vous poserai à tous. Peut-être Daniel Lacrampe et vous aurez une minute. C'est comment vous sentez cette campagne ? Mais écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle n'a pas vraiment démarré, même si nous sommes les uns et les autres dans du porte-à-porte, dans des réunions publiques. J'ai envie de dire que pour l'instant, en tout cas, elle se passe de manière sereine, paisible, et j'ai très très envie que ça continue ainsi jusqu'au bout. Parce qu'une campagne électorale, ce n'est pas la guerre. J'entends parler d'adversaires, j'entends parler d'ennemis, mais moi je parle de concurrents, tout simplement. Hervé-Luc Béreil, vous la sentez, ça a commencé ou pas ? Oui, ça a commencé, bien entendu. Moi, j'ai le sentiment que les gens sont dégoûtés de la politique politicienne traditionnelle et qu'effectivement, ils n'aiment pas les combats de coq auxquels certains peuvent se livrer. Ils ont envie de parler de sujets qui sont des sujets d'aujourd'hui, qui les concernent directement, et ils ont envie tout simplement, peut-être, finalement, que ça ne change pas tant que ça et que les choses restent calmes dans notre cité. Nathalie Pastor, vous êtes un peu une petite nouvelle dans la campagne. Alors comment vous la sentez ? Comment la voyez, vous ? Alors nous, ça fait depuis cet été qu'on travaille d'arrache-pied pour les réunions publiques, déjà pour s'organiser entre nous, parce qu'on est vraiment dans une gouvernance horizontale, ce qui veut dire qu'il a fallu qu'on mette en place des méthodes et des outils pour pouvoir vraiment mettre en place cette démocratie participative au sein du collectif. Donc pour nous, non, elle a démarré, ça fait déjà un bon moment. On a démarré les réunions publiques en septembre ou octobre. Et je rejoins ce que dit M. Luc Béreil, c'est que les gens attendent vraiment autre chose. Bernard Uturi, le combat de coq, vous sentez ça ou quoi ? Le combat de coq, je le sens pas. En tous les cas, j'en ai pas envie. Par contre, quand vous me demandez si j'ai le sentiment que cette campagne a commencé récemment, non. En réalité, ça passe très vite. Donc, on a le sentiment qu'elle a commencé il n'y a pas longtemps. Nous l'avons démarré pour notre part à la fin du printemps dernier. Nos premières réunions ont eu lieu le 2 juillet. Donc, nous avons effectivement, en relation très étroite, d'abord avec des ateliers citoyens, puis d'une manière un petit peu originale vis-à-vis des groupes sociaux et des groupes professionnels, entamé une campagne qui dure et dont les dernières lignes droites, effectivement, vont passer très vite. Très bien. J'ai à côté de moi Gilda Bouenec, qui est notre journaliste à Oloron, qui suit la campagne depuis le début. Je ne vais pas lui demander comment il la sent ici, elle a démarré. Je vais plutôt lui demander de poser la première question. Gilda. Eh oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Et oui, on va commencer par parler de la gestion de la mairie. Donc, question que je vais poser à Daniel Lacrampe, puisque c'est vous le premier. Donc, c'est sur la gestion de la ville. Est-ce que, je sais qu'il y a déjà eu des décisions qui ont été faites dans ce thème-là, mais est-ce que la gestion de la ville doit être plus transparente ou est-ce qu'elle l'est assez aujourd'hui ? On attend effectivement dans la gestion d'une ville de la transparence. C'est ce que sont en train d'exprimer également les citoyens. Aujourd'hui, parmi les thèmes centraux de cette campagne, il y a la démocratie participative. Le citoyen veut être associé à la gestion de la ville, veut être associé surtout à la réflexion. Il est bien évident qu'en tout état de cause, c'est le conseil municipal qui prend les décisions et qui les assume. Mais on voit bien depuis quelque temps déjà, depuis pas mal de temps, que le citoyen veut être au cœur de l'action dans la ville dans laquelle il vit. Il veut pouvoir participer à l'élaboration des projets, il veut pouvoir en suivre le cheminement, il veut avoir son mot à dire. Et tout ça nécessite de la part des élus, effectivement, beaucoup de transparence, beaucoup de clarté, beaucoup de rigueur également dans les décisions qui sont prises.
Hervé Luc Béreil, sur la transparence de la ville. Oui, ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Le citoyen veut être plus associé à la gestion de la ville et nous devons tous faire des efforts en ce sens. Nous avons mis en place, chacun le sait, ou plutôt maintenu les comités de quartier. Puis nous proposons maintenant d'aller au-delà dans les propositions qui sont les nôtres, que vous verrez, je n'ai pas le temps de les détailler. Vous avez un peu de temps, allez-y. Mais d'aller au-delà. Et effectivement, je crois que c'est nécessaire. Maintenant, les systèmes traditionnels, aujourd'hui, ne sont plus utilisés. Soyons clairs, les délibérations affichées à l'extérieur de la mairie ne sont lues par personne. Les journaux, je ne vais pas vous dire qu'ils ne sont pas lus, mais ils sont lus très rapidement. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il va falloir qu'on adopte un mode de gouvernance qui fasse que de manière systématique et à l'aide des nouvelles technologies d'information et de communication, on puisse faire participer au quotidien les habitants. On s'engage, nous, par exemple, à ce qu'il n'y ait plus aucun travaux dans les quartiers, travaux d'importance, sans qu'il y ait préalablement une réunion des habitants. Nathalie Pastor, quand vous entendez parler participatif, ça vous inspire quoi, vous ? Mais déjà, je suis agréablement surprise d'entendre ce discours. Parce que ça fait un moment, pour faire court, moi, ça fait un petit moment que je milite. Si je me suis engagée sur cette liste citoyenne, c'est que j'ai un engagement associatif qui est assez important depuis quelques années sur Oloron. Et ce que je peux dire, c'est que excusez-moi, mais j'ai pas été entendue, justement. Ça fait quelques années qu'on est sur le terrain et qu'on se sent pas entendu, pas écouté, pas soutenu. Et que si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour ça. Donc je suis surprise et agréablement surprise que vous parliez de ça aujourd'hui. Et nous, dans ce que nous proposons, c'est justement un budget participatif. On parle de comité de quartier. Aujourd'hui, le retour qu'on a, nous, au porte-à-porte, c'est que les gens ne sont pas suffisamment écoutés. En fait, ce que je ressens, je ne suis pas la seule à le ressentir. Et les budgets participatifs vont permettre justement aux gens de pouvoir s'impliquer davantage. Donc voilà, je pense que la réponse, elle est claire là-dessus. C'est que nous, la concertation citoyenne et l'implication des citoyens, elle va être présente maintenant. Elle est déjà bien présente dès maintenant, depuis le début de la campagne, et elle va durer pendant tout le mandat. Madame Curie, la transparence, la citoyenneté. La question porte sur la transparence, sur la citoyenneté. Qui pourrait dire non, je préfère l'opacité et l'autocratie ? Bien sûr que non. Sans doute, les mouvements écologistes ont anticipé sur cette quête de citoyenneté, de continuité participative. Nos électeurs ne sont plus à nous donner des mandats pour 6 ans, à nous donner rendez-vous 6 ans après pour nous sanctionner sur la réalité, mais veulent être associés parce que ce sont des experts du quotidien. Donc la transparence, oui, dans les projets, en association, en impliquant les citoyens, bien évidemment, avec effectivement des projets possiblement portés par les citoyens accompagnés d'un budget participatif dédié, la création pour pallier à ce que devait être le CESEL, le Conseil économique et social et environnemental local, mais qui n'a fonctionné, enfin dont je ne rappelle pas la dernière réunion qui doit dater de plusieurs années. Donc les assises citoyennes, nous avons dans notre programme effectivement daté tout cela, et puis transparence aussi sur le plan de la gestion financière. Et nous proposerons dans notre programme qu'effectivement la présidence de la commission des finances soit proposée à un élu de l'opposition si nous sommes élus. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour parler de la gestion de la mairie, peut-être revenir à Adèle Lacrampe. Donc, vous avez tous ce constat, il faut plus de démocratie participative peut-être. Est-ce qu'il y a des décisions qui sont dans votre programme qui peuvent être rapidement prises en charge ? Alors, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Nathalie. Et Bernard Uturi aussi. C'est vrai que le Conseil économique et social qui avait été mis en place, que nous avions proposé, qui était également dans notre programme en 2014, n'a pas fonctionné comme ça aurait pu être souhaité. Je voudrais quand même dire, parce qu'il faut aussi s'inspirer des expériences que l'on peut mener par ailleurs, je ne me trompe pas d'élection, nous sommes dans une élection pour la mairie d'Oloron, mais j'essaie aussi de m'inspirer de ce que j'ai pu faire à la communauté de communes pendant ces 6 années. Et Nathalie le sait, puisqu'elle y est venue à ce conseil citoyen, elle y est venue notamment pour rendre compte avec ses collègues des conclusions du grand débat qui avait été instauré sur Oloron. À la communauté de communes, nous avons mis en place un conseil citoyen qui a fonctionné depuis 2014, qui a participé, qui a été associé
à tous les grands projets, qui a été associé à des projets au projet de territoire, qui a été associé au lancement des programmes TEPOS, territoire à énergie positive, territoire et vélo. Autrement dit, on a eu le regard croisé du citoyen sur tous ces projets. Ce qui a été fait à ce niveau-là et qui a marché, je le répète, pendant 4 ans et qui marche encore, ils se réunissent d'ailleurs ce soir ou demain soir plutôt, peut être transposé. Et effectivement, les comités de quartier, c'est une belle chose. Moi-même, je participe à tous les comités de quartier de mon quartier, quartier Notre-Dame, pour voir qu'il y a une vingtaine de personnes qui y sont régulièrement. Il y a de l'assiduité, il y a de l'envie. Ces comités de quartier continueront, doivent continuer, peut-être avec certaines modifications, mais il faut également qu'il y ait une instance citoyenne qui puisse être beaucoup plus associée aux décisions, ou plutôt à l'élaboration des projets de la municipalité. Ce qui avait été fait un peu à une certaine époque avec le conseil consultatif des Oloronais. Et je crois que ça peut être en tout cas cette instance citoyenne qui chapeautera l'ensemble de ces comités de quartier doit être mise en place, et en tout cas c'est ce que nous allons proposer. Voilà ce que je vais dire. Et je rejoins également... On va passer la parole à... Juste une seconde. Ouais. Je crois qu'il faut qu'il y ait aussi une autre relation avec l'opposition. Il ne peut pas y avoir une majorité et une minorité municipale qui ne soit pas non plus associée. Alors ça peut être par le biais des commissions, mais il faut peut-être qu'il y ait là aussi beaucoup plus de... on ne peut pas être opposé systématiquement. Il faut qu'il y ait... La décision appartient à la majorité municipale, j'en conviens, il ne peut pas en être autrement, mais il faut qu'il y ait peut-être aussi beaucoup plus de concertation. Hervé Luc-Béreil, avec ce moment incroyable, vous allez être 2 à défendre finalement le bilan de la majorité sortante sur cette question-là, par exemple. C'est assez logique. Monsieur Lacrampe a voté les 1225 délibérations présentées en conseil municipal avec son équipe, c'est donc qu'il était bien d'accord. Donc je serais surpris qu'aujourd'hui nous soyons en désaccord, alors que pendant 6 ans, il a accompagné sans problème les propositions qui étaient faites. Mais je voudrais parler de la démocratie locale, puisque c'est ça la question. Nous, ce que nous proposons d'abord, c'est qu'il n'y ait plus de cumul des mandats. Non pas dire pas de cumul des mandats, et puis le lendemain, ajouter le conseil régional et autres au mandat de maire, mais que le maire d'Oloron soit maire d'Oloron, et c'est tout. Deuxièmement, nous proposons d'enrichir tous nos projets avec les habitants, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une réunion systématique avant tout projet important dans la ville. Troisièmement, les comités de quartier. Nous maintenons les comités de quartier, mais nous voulons les régénérer. Et pour cela, nous proposons de tirer au sort un certain nombre d'habitants qui pourront les rejoindre s'ils le souhaitent. Troisièmement, les permanences du maire à la mairie seront décentralisées. Nous ferons des permanences du maire et des adjoints dans tous les quartiers de la ville. Le budget participatif, tout le monde en parle. Moi, je voudrais commencer d'abord par une expérience avec le conseil municipal des jeunes. Leur donner un petit budget et les charger de s'en occuper. C'est prévu, on l'a chiffré à hauteur de 15 000 €. Et enfin, les questions d'actualité qui sont posées au conseil municipal. Nous proposons que lorsqu'un nombre significatif d'habitants demanderont qu'une question soit posée au conseil municipal, eh bien, elle le sera et elle sera débattue, même si ce n'est pas un conseiller qui la propose. Enfin, s'agissant du référendum, nous avons des sujets importants, déviation et autres. Eh bien, nous proposons effectivement de pouvoir faire, à la demande des habitants, un référendum communal s'ils le souhaitent. Voilà quelques-unes des propositions qui sont les nôtres pour améliorer la démocratie locale. Nathalie Pastor, je vous voyais sourire tout à l'heure. Je suis très surprise en fait par ce qui se passe là, parce que je vous entends dire, parce que comme je disais tout à l'heure, ça fait quelques années que je suis sur Oloron et qu'on essaye d'avoir cette voix, ce que vous êtes en train de dire, et que je suis surprise que vous en parliez maintenant. Moi, je suis surprise que vous m'en ayez jamais parlé. Parce que depuis plusieurs années, je ne vous ai jamais vu me parler de ça. Et si, avec Auberne en transition, on en a parlé. Enfin voilà, il y a eu quand même plusieurs moments où je vous ai parlé de ce genre de choses. Enfin voilà, je suis juste surprise. Et par rapport, pour revenir à nous, ce qu'on propose, donc nous, c'est très clair, c'est écrit dans notre programme. Nous avons déjà signé au niveau du collectif citoyen une signature. Donc on a signé une charte éthique qui donc va reprendre la transparence des dépenses. Donc là, c'est plus dans le cadre de la commune. Mandat unique. Donc nous, on s'engage à avoir un mandat à la mairie et d'avoir un seul mandat. Ça veut dire que dans 6 ans, on ne se représente pas. Non-cumul des mandats. Donc ça veut dire que c'est ce mandat et pas un autre. Et l'indépendance des partis et des lobbies. Ça veut dire que nous, si on est sans étiquette politique, c'est vraiment qu'on est indépendant et libre de toute parole. Vous n'avez pas d'encarté dans votre liste? Non, aucun. Mais vous avez le soutien de certains partis politiques. On a un soutien que nous n'avons pas demandé. ELV et le Front de gauche. Qu'on n'a pas demandé. C'est un soutien.
La création donc, dont je parlais tout à l'heure d'un budget participatif géré par les habitants de la ville et également la création d'une plateforme de concertation, d'interpellation, de propositions et de débat. Donc ça veut dire utiliser déjà les moyens de communication actuels de la mairie, mais aussi l'améliorer et mettre en place sans doute d'autres choses en parallèle. Allez, Bernard Uturi, pour clore ce chapitre de la gouvernance et de la citoyenneté, même si parfois la citoyenneté, on met le sort dans la citoyenneté, par exemple, c'est parfois très étonnant. Excusez-moi, votre point de vue là-dessus. Mais sur la mise en action de la citoyenneté, mise en action active et réaliste de la citoyenneté, oui. Mais... Sur la question du cumul des mandats, parce que j'ai l'impression que vous étiez un peu vidé. Je vais répondre, j'ai bien compris vers qui la flèche était destinée. Sur notre action, mais elle va s'inspirer totalement de ce qui fait le sel de notre campagne, à savoir, à l'abri d'ailleurs des regards médiatiques, depuis le mois de novembre, pardon de vous avoir pas informé de tout ça, nous avons sollicité l'avis des professionnels, je le disais, et des groupes sociaux, avec une méthode relativement innovante pour le territoire, de manière à avoir la vraie parole des acteurs du terrain. Non pas le ressenti, non pas les préjugés, mais la vraie parole des acteurs de terrain et d'essayer d'y répondre dans notre programme, ce que nous avons fait. Le programme a été distribué hier. Donc nous avons daté, effectivement, la création des assises de la citoyenneté dès le printemps, l'appel à projets pour les budgets, pour les projets des citoyens, des associations, des écoles, des centres sociaux à l'automne prochain, l'appel à projets et les réponses en janvier prochain et la mise en action avec un budget participatif dès l'année 2021. Sur la participation active, j'entends Daniel Lacrampe qui a exprimé ce qui se passait à la communauté de communes. Il aurait été bien avisé de le diffuser en tant que premier adjoint au niveau de la collectivité et de la mairie. Sur les comités de quartier, c'est nous qui les avions créés. Effectivement, au bout d'un moment, ça commence à patiner. On reste presque un peu dans l'entre-soi. Donc il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir notamment à du projet de la participation. Sur le cumul des mandats, ce que dit Hervé Lubereil aujourd'hui m'étonne un petit peu parce qu'après avoir dit la même chose en 2014, il se présentait 2 mois après aux élections départementales. Pour que les choses soient claires, il n'a pas été élu donc, mais pour que les choses soient claires, sur le cumul des mandats, je suis actuellement vice-président de la région, en charge du développement économique. Certaines dans la région ne s'en plaignent pas. Regardez du côté de Saint-Artec, je peux développer, et d'autres entreprises. Le mandat doit durer encore 1 an, avec des élections aussi. Donc ça va durer à peu près 6 mois. Autant que faire se peut, mais j'aviserai, j'aimerais continuer ce mandat jusqu'au bout pour résoudre un certain nombre de dossiers qui sont en cours. Sur les questions possibles au conseil municipal. Bien évidemment, cela ne peut pas être anarchique le dernier jour à la dernière minute, mais vous le verrez dans notre programme, nous avons aussi ouvert la possibilité aux citoyens d'interroger d'une manière officielle le conseil municipal. Merci Bernard Uturi, vous êtes un peu en avance là. On va passer à une autre question. De toute façon, vous pourrez tous dérouler le programme. Gilda, une autre question. On va aller sur un autre thème qui est celui de la sécurité. On a tous en tête les événements tragiques survenus en décembre devant le Carrefour Contact. Aussi un événement marquant qui est celui du casse de la cathédrale. Daniel Lacrampe, faut-il des mesures supplémentaires pour lutter contre l'insécurité et si oui, lesquelles ? Je n'avais pas compris qu'en tirant au sort et en étant le numéro 1, j'étais condamné à être numéro 1 pour toutes les questions. Je croyais que c'était uniquement pour la première, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Bon, ce que je voudrais, s'appelle le sort, c'est pas encore l'élection. Je ne vais pas éluder la question sur la sécurité, mais je voudrais quand même revenir sur ce qui vient d'être dit aussi bien par le maire d'Oloron que par Bernard Uturi. Le maire d'Oloron, reprenant en cela les arguments de l'opposition, de la minorité municipale que nous avons entendu tourner en boucle pendant des mois, voire des années, dit à l'air de s'étonner que son premier adjoint soit aujourd'hui candidat contre le maire d'Oloron après avoir voté toutes les délibérations. Nous aurons le temps de nous expliquer là-dessus. Il oublie quand même 2 petites choses. Effectivement, j'assume totalement ce qui a été fait. Et d'ailleurs, il y aura des correctifs à apporter sur certaines délibérations qui ont été prises. Il faudra y revenir dessus. On s'en expliquera pendant la campagne. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer, et vouloir l'ignorer, c'est vouloir se voiler la face, que la communauté de communes et la ville-centre ont des destins liés. La ville-centre, capitale du Haut-Béarn, Oloron-Sainte-Marie, c'est le poumon de ce territoire, et l'attitude du maire d'Oloron pendant toute cette mandature, je ne peux pas dire qu'elle ait été favorable au positionnement de la communauté de communes. C'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui je suis candidat. Deuxième raison, et que personne n'ignore non plus, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des
des comptes, qui a quand même créé un sentiment de défiance dans l'équipe. Et ça aussi, je ne peux pas l'ignorer. Autant de raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis candidat à la mairie d'Oloron. Pour revenir sur la sécurité, je l'ai dit l'autre jour, je le redis, il faut arrêter de faire preuve d'angélisme. Il faut arrêter de parler d'incivilité. On a dépassé le stade des incivilités et on a basculé, et les éléments tragiques du mois de décembre en témoignent, on a basculé dans de la délinquance. J'en veux pour preuve que pas plus tard que vendredi matin, la vice-procureure de la République était encore sur notre territoire après avoir mis en place un groupe local de traitement de la délinquance pour intervenir de manière très très ciblée sur justement ces actes de délinquance. Donc il faut s'attaquer à la racine du mal. Ça passera, et en tout cas ce sera dans notre programme, ça passera par un accroissement de l'effectif de la police municipale pour qu'il y ait beaucoup plus de continuité dans la mission, notamment sur les fins de journée. Ça passera, et là je l'assume totalement, et effectivement ça a été voté par la municipalité actuelle. Bernard Uturi, même si j'ai entendu qu'il avait évolué sur ce sujet, était contre à l'époque, a voté contre. Je crois que la vidéoprotection est un élément indispensable. Elle a été mise en place aux entrées de ville, un partenariat Ville d'Oloron Communauté de communes, parce qu'il y a des équipements sensibles de tous les côtés. Donc ça contribue, je crois, à apporter un petit peu plus de sécurité. Et, dernier élément, je crois que ce qui est très important aussi, c'est d'expliquer aux habitants dans les quartiers qu'il faut faire la différence entre le ressenti de l'insécurité et l'insécurité réelle et effective. Hervé Luc-Béreil, sur cette question. Oui, moi je note d'abord l'incohérence de ce qu'il vient de dire, puisque d'un côté, on nous indique que le rapport du maire d'Oloron avec la communauté de communes serait insuffisant, et 3 minutes après, on nous explique que la ville d'Oloron avec la communauté de communes ont mis en place un réseau de vidéoprotection. Ce qui veut donc bien dire que sur les dossiers essentiels, le rapport s'est toujours fait. Maintenant, sur la communauté de communes, il faudra revoir, Monsieur Lacrampe, les engagements que vous aviez pris, y compris les engagements électoraux à un moment donné. Et puis il faudra dans un second temps se demander si vous n'avez pas privilégié le monde rural, qui apporte plus de voix dans votre conseil communautaire, que le monde urbain, qui en apporte moins. J'ai là-dessus un certain nombre d'exemples qu'on pourrait citer si on voulait, et dont on pourrait parler. Mais sur la sécurité, M. Luguerre. Mais ce n'est pas l'objet. Si on parle de la sécurité, moi, je crois que le premier problème, c'est de considérer d'abord que la sécurité est l'affaire de l'État. C'est d'abord l'affaire de la gendarmerie à Oloron. Et donc, il faut se battre et aider les gendarmes d'Oloron à avoir des effectifs cohérents. Aujourd'hui, il y a 3 agents de moins qu'il y a quelques années. Deuxièmement, il faut revoir la convention entre la police municipale et la gendarmerie parce qu'elle est imprécise et qu'elle sert trop souvent à justifier le fait qu'on ne puisse pas intervenir d'un côté ou de l'autre. Donc il faut revoir cette convention. Ensuite, il y a des éléments matériels. Oui, nous manquons de caméras. On en a mis 14 parce que l'audit fait nous indiquait que c'était suffisant. Ça n'est pas suffisant. Il y a des endroits qui ne sont pas couverts. Donc nous avons déjà inscrit au projet de budget 2020 les crédits nécessaires. Et puis enfin, il y a les effectifs. Les effectifs sont simples au niveau national. Il y a un policier municipal pour 2000 habitants. Ça veut dire que pour Oloron, entre 5 et 6 policiers municipaux, ça serait la bonne jauge. Eh bien, c'est celle que nous allons adopter et nous recruterons effectivement 2 policiers municipaux supplémentaires et un cadre qui sera un véritable responsable de police ayant déjà de l'expérience dans ce domaine. Enfin, nous allons revoir tous nos arrêtés municipaux qui portent sur la propreté en ville, qui portent sur la consommation d'alcool, qui portent sur les chiens qui doivent être tenus en laisse, etc., etc. Et nous mettrons en place un système de tolérance zéro. C'est-à-dire que si jusqu'ici, on pouvait accepter certaines choses, aujourd'hui, elles deviennent insupportables pour les habitants. Et donc, il nous faut trouver des solutions. Nathalie Pastor, faut-il effectivement plus de policiers municipaux? Y a-t-il d'autres solutions? Alors pour nous, ce qui est très clair, c'est que là, j'entends parler de gendarmes, de police, on parle de répression. Et ça nous dérange profondément dans le sens où là, on parle d'exclusion sociale. Et nous, le projet qu'on a, il est vraiment dans l'inclusion sociale, bien au contraire, et de s'appuyer sur les associations existantes comme Oloron en prévention. Il y a des associations sur le territoire qui œuvrent déjà dans ce domaine. Et il y a des budgets, enfin là on parle de mettre des caméras, je donnais cet exemple, c'est 140 000 € pour 6 caméras. Avec des subventions quand même. Avec des subventions.
sans compter après la maintenance, etc. 140 000 euros, ça représente le salaire d'une personne sur 6 ans. Donc ça veut dire que plutôt que de mettre des caméras, mettre des éducateurs de rue dans la rue et recréer des espaces de vie, enfin, l'attractivité du centre-ville, elle est aussi dans ce sens-là, dans le projet global en fait, de ce qu'on propose, c'est en redonnant des espaces de vie à Oloron, on va aussi avoir cette exclusion sociale qui va être moins présente. On est vraiment dans un projet dans ce sens-là. Bernard Uturi, vous en parliez récemment lors de quand vous avez dévoilé votre programme. Vous étiez dans le juste milieu entre répression et sensibilisation ? Oui, parce qu'on a beau faire le distinguo entre la sécurité et le sentiment de sécurité, c'est toujours pour cacher des mesures qui sont surtout des mesures curatives et ne pas aller prioritairement vers les mesures préventives telles qu'elles viennent d'être exprimées par Nathalie Pastor à l'instant. Après, il ne sert à rien d'ignorer le problème. On a eu suffisamment de problèmes, et un gravissime à Oloron, pour être focalisé là-dessus. Je ne peux pas être taxé d'anti-sécurité, puisque nous avions créé les ASVP. C'était un peu par rapport à la police, une police de proximité, bienveillante sur les carrefours, sur les espaces publics, à l'entrée des écoles, etc. Plus préventive que répressive. Et donc, je crois que c'est dans cet axe-là qu'il faut continuer. Si l'on voulait se mettre dans la norme qui est souhaitée par l'État pour la police municipale, il faudrait 2 policiers pour 1000 personnes. Ça veut dire 20 policiers en France. Nous sommes à Oloron, nous sommes loin du compte par rapport à nos possibilités financières notamment. Et puis mon attitude, autant par rapport aux caméras. Alors oui, j'ai voté non, Daniel. J'ai voté non parce que la question c'est oui ou non. Et j'ai voté non en conscience. Parce que je ne crois pas à la vertu des caméras uniques. Je crois certes à la vertu des caméras telles qu'elles ont été d'ailleurs placées à Oloron à la sortie des villes pour résoudre quelques enquêtes. Je suis favorable à ce que l'on mette des caméras sur des endroits patrimoniaux, sur les réserves d'eau aussi, par exemple. Mais la délinquance se déplace au gré des caméras. Et si le maire de Nice a pu dire à un moment donné que les frères Kouachi n'auraient pas traversé 2 carrefours à Nice, la réalité lui a montré quelques mois après exactement le contraire, quand un camion s'est entraîné sur la promenade des Anglais à écraser des passants sous l'œil des caméras sans que cela ne puisse rien résoudre. Donc, effectivement, mettons en place des politiques publiques pour déstresser un petit peu la population, des politiques de logement pour que les gens soient un peu mieux logés, que la misère n'attire pas la précarité, que la précarité n'attire pas la marginalité. Et une partie du chemin sera fait. Ensuite, c'est à l'État, effectivement, comme le disait Hervé Lubéreil, à résoudre ces problèmes, parce qu'autrement, nous allons nous acheminer vers une sécurité à 2 vitesses, avec d'une part les villes qui pourront se payer la sécurité et qui vivront tranquillement, et les autres qui ne pourront pas le faire. Allez, Hervé Lubéreil, vous avez demandé la parole, vous avez un peu de retard, donc vous pouvez y aller. Tant mieux. Non, juste un petit mot pour rappeler quand même à mon prédécesseur que nous avions créé, d'ailleurs d'un commun accord à l'époque, un comité de prévention de la délinquance, le CLSPD, qui se réunit très régulièrement à la mairie et qui rassemble dans un esprit justement de prévention l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la sécurité. Puis le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'il n'a jamais été dans notre esprit que les caméras puissent éviter la violence. Elles peuvent peut-être dissuader un peu, mais les caméras servent surtout à résoudre les enquêtes. Et c'est pour cela qu'il faut, en plus des caméras, avoir un renforcement des effectifs de gendarmerie et peut-être des effectifs de la police municipale, sans doute même. Allez, on passe à un autre thème. On donnera un peu plus la parole à Madame Pastor. Vous avez un peu de retard, figurez-vous. Tout à fait, tout à fait. On peut directement, d'ailleurs, donner la parole à Nathalie Pastor. On va parler de l'économie. Est-ce que vous avez une solution, Madame Pastor, pour revitaliser le centre-ville à Oloron ? Alors déjà, ça me dérange quand on me dit moi, Nathalie Pastor, c'est pas moi, c'est bien un collectif. Moi, ça me dérange aussi d'être toute seule ici parce qu'on a l'habitude de fonctionner à plusieurs. Je voudrais le rappeler, c'est que voilà, je ne suis qu'une porte-parole. Donc l'économie. Donc nous, l'idée, c'est de doter l'économie locale de solides perspectives à long terme. Ça veut dire que dans ce qu'on perçoit aujourd'hui sur Oloron, c'est que c'est une vision plutôt à court terme. Enfin, c'est même pas dans ce qu'on ressent, c'est dans ce qu'on vit aujourd'hui à Oloron. Alors stimuler l'économie locale par une fiscalité bienveillante et incitative, par des circuits courts. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens sur le territoire qui ont des entreprises, des petites entreprises, il y a des petits commerçants. Et on voudrait éviter que ces gens-là soient obligés de fermer la porte du jour au lendemain parce qu'ils ont des problèmes de loyer ou de factures à payer. Ça veut dire aussi la création d'un poste d'expert de l'aide à la modernisation numérique des PME et TPE. Ça veut dire que
créer aussi un poste au sein de la mairie pour que les personnes, les petites entreprises qui ne sont pas formées à tous ces moyens de communication dans le numérique puissent y avoir accès et faire face à la concurrence d'Internet. La création d'un fonds de trésorerie d'urgence, donc ça c'est en lien avec ce que je disais au début, pour les PME-TPE, mobilisable sans condition. Ça veut dire que c'est la création d'un fonds où les entreprises vont pouvoir mettre un fonds, donc qui dépendra de ce qu'elles peuvent mettre et qui servira quand ces entreprises ont des difficultés financières. Voilà, en gros, les conditions, ce qu'on propose très concrètement et qui peut être mis en place rapidement. Vous avez notamment ce projet d'usine qui fait partie aussi de cette volonté de revitaliser l'économie en centre-ville. Si vous deviez nous le résumer en, 1 minute 30 ? 1 minute 30, waouh. C'est énorme. Okay, vous pouvez faire en moins. Comme vous voulez. Alors en fait, c'est un projet qui est pour nous un projet global parce qu'il reprend justement le projet économique, le projet social, le projet d'urgence écologique et le projet de justice sociale. Puisque c'est un projet qui sera sur le lieu des usines Lolaire, donc qui est aussi c'est des bâtiments vraiment patrimoniaux pour Oloron-Sainte-Marie. Donc ça veut dire une éco-rénovation du patrimoine oloronais, éco-rénovation dans le sens où rénovation écologique, donc qui va permettre d'être un bâtiment en basse économie d'énergie, avec une toiture en photovoltaïque. Un financement participatif, donc ça veut dire par une SCIC, une société collective d'intérêt coopératif, ou l'inverse, société coopérative d'intérêt collectif, l'ouverture d'un café-bar-restaurant ouvert le week-end et en soirée, la création d'un espace de jeu et de divertissement d'intérieur pour les enfants, l'installation d'une antenne de l'Université de Pau de 60 à 100 étudiants, la création d'une pépinière d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, la création d'un laboratoire des mobilités et des transitions, l'ouverture d'un lieu de vie citoyen, salle de réunion connectée, salle d'exposition, la création d'une maison des associations, un lieu d'une dynamique coopérative et l'ouverture d'une base d'accueil et de développement de l'écotourisme. En gros, voilà, c'est tout ce qui est sur le programme. Est-ce que vous avez... Non, tout va bien, vous inquiétez pas. Merci Madame Pastor. On revient à Daniel Lacrampe. Repose la question, Gilda, parce que là, ça fait... Daniel Lacrampe, comment est-ce qu'il y a un remède pour soigner l'économie d'Oloron, qui va pas si mal que ça, mais on peut toujours mieux faire, notamment en centre-ville? Alors, il y a certainement des remèdes, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle, parce que sinon ça se saurait. Et je crois qu'il faut éviter de faire croire qu'il pourrait y avoir des remèdes miracles. Ça, c'est déjà la première chose. Revitaliser le centre-ville, c'est tout d'abord essayer d'y attirer de nouveau des habitants. Pour attirer de nouveau des habitants en centre-ville, il faut s'occuper du logement, il faut s'occuper de l'habitat. Il y a énormément de logements qui sont vacants. Il y a aujourd'hui des opérations qui s'inscrivent dans une démarche qui peut être positive. Ce sont les opérations façades, c'est l'opération de rénovation urbaine. Il y a ce projet qui nous a été présenté il y a quelque temps, projet issu d'une étude qui a été diligentée. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations a octroyé des subventions pour que cette étude soit lancée de requalification. C'est le cabinet Argo-Siloé, avec tout ce périmètre autour de la gare, en revenant vers la rue Carrero, en revenant autour du jardin public. Bon, je crois qu'il faut rendre toute cette zone attractive. Sur le plan de l'activité à proprement parler, il y a aujourd'hui un office du monde économique qui regroupe, avec un conseil d'administration qui regroupe des commerçants, des artisans, des industriels, des agriculteurs, des professions libérales. Je crois qu'il faut continuer à le soutenir. Mais la principale raison, ou plutôt le principal sujet, c'est d'attirer de nouveau des habitants. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, le problème de la question de la maison de santé. On va parler de la santé. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. On aura la thématique, Monsieur Lacrampe, vous êtes à peu près tous là, allez à 8 minutes, il me manque les 2 derniers évidemment. Hervé-Luc Béreil sur la question de l'économie, du centre-ville, de sa revitalisation. Pardon. D'abord, de la même manière que tout à l'heure, on aurait pu dire qu'Oloron n'est pas Chicago en matière de sécurité, quand même, on pourrait dire aussi qu'aujourd'hui, Oloron a les meilleurs clignotants en matière économique. Je rappelle qu'il y a 3 ans, lorsque le journal Le Parisien a fait une étude sur les villes qui se sortaient le mieux de la crise, Oloron était la 2e ville de France pour ses résultats.
Je rappelle aussi que notre taux de chômage aujourd'hui, eh bien, il est parmi les plus bas au niveau national, et en tout cas parmi les plus bas d'Aquitaine, ce qui montre bien la vitalité de notre économie. Ça, c'est pour dresser quand même le tableau. Maintenant, c'est vrai, nous avons un problème de centre-ville, comme d'ailleurs toutes les communes de notre taille en ont un. Comment le résoudre? La première manière de le résoudre, c'est effectivement d'avoir des habitants. Pour avoir des habitants, il faut avoir des logements. Il y a actuellement 500 logements vacants dans Oloron-Sainte-Marie, dont près de 300 dans le centre-ville. Et ces 300, c'est justement la cible qui est visée par l'opération de rénovation de l'habitat dite urbaine. Elle permet d'avoir des subventions, elle permet d'ouvrir droit aux opérations façades pour donner de la couleur à l'espace public, et elle permet la défiscalisation. Donc elle est intéressante. Deuxièmement, il faut améliorer l'espace public. Il faut qu'on ait envie de se promener dans le centre-ville d'Oloron-Sainte-Marie. Et à cet égard, l'étude qui a été confiée à Mariette Marty, qui a été financée par la Caisse des dépôts et consignations, comme le disait M. Lacrampe, mais qui a été voulue par la municipalité d'Oloron-Sainte-Marie, qui l'a portée, cette étude-là a distingué 7 sites sur la ville qui constituent l'ensemble du centre urbain et qui méritent un travail tout particulier. Moi, je veux dire simplement 2 mots sur la qualité de l'espace public que nous voulons mettre en place et aussi la qualité des boutiques, parce que rénover un immeuble, c'est aussi rénover la boutique qui est au rez-de-chaussée. Et puis ensuite, il va falloir trouver la manière dont effectivement on va pouvoir financer tout ça. Eh bien, ce sera l'opération Petite Ville pour laquelle nous avons postulé et qui nous permet d'avoir des crédits en matière d'aménagement du territoire. Enfin, pour que les commerçants viennent, il faut peut-être aussi aller les chercher ailleurs. Et nous avons la chance d'avoir, dans la loi de finances de 2020, une mesure extrêmement importante qui est mise à la disposition des maires, puisque nous pouvons exonérer totalement ou partiellement de cotisations foncières des entreprises, de taxes foncières sur les propriétés bâties et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, certains types d'entreprises. Donc aujourd'hui, d'une part, on rénove de l'immobilier commercial et habitation. D'autre part, on rénove l'espace public. Et enfin, on donne les moyens fiscaux pour que les gens puissent revenir. Très bien, monsieur Luc Béret, vous avez pris un peu d'avance là. Bernard Uturi, sur cette question du centre-ville, de l'économie. Alors, que je dispose de 2 minutes. Ou pas? Non, vous avez... Allez, si tout le monde revient, 1 minute 30. Alors, bon, d'abord, le paradoxe, c'est que le centre-ville, comme d'autres d'ailleurs, souffre d'une certaine morosité. Le paradoxe, c'est qu'il souffre d'une certaine morosité dans un territoire qui, sur le plan de l'économie, se porte bien, enfin, au moins de l'emploi. Le chiffre de chômage de notre petite enclave haut-béarnaise est le plus bas des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Parce que l'industrie, parce que l'agriculture se porte plutôt moins mal qu'ailleurs, parce que l'artisanat et le commerce profitent de cette situation, parce que le tourisme encore émergent offre aussi des possibilités. Quid du centre-ville qui devient morose? Mais c'est lié éminemment, mes prédécesseurs l'ont dit, au logement et au commerce. Ces 2 structures ont été désorganisées récemment. Le centre-ville, le logement, par l'abondance de logements défiscalisés il y a quelques années, assez mal placés, pas toujours en centre-ville, parfois oui, petits, les gens n'y restent pas. Voilà. Donc ça a créé une augmentation des logements vacants à Oloron qui est peu propice à attirer les populations sur le territoire, mais je n'invente rien. Deuxième fait, et c'est patent de le remarquer, on ne peut pas, à pouvoir d'achat égal depuis plusieurs années maintenant, amener des consommateurs à la fois vers la périphérie, où l'offre commerciale prolifère, et vers le centre-ville. Donc il faut, Hervé Luc Béret l'a dit l'autre jour, voilà, se transformant ainsi de pyromane en pompier, mettre un moratoire sur le centre-ville. Je l'avais fait pendant mon mandat, effectivement, en interdisant l'ouverture du dimanche d'un supermarché, en n'accordant pas l'extension des autres. Il faut retrouver cette politique pour faire en sorte que les gens aillent vers le centre-ville. On n'attendra pas tout de la CVAE si notre commerce ne fleurit pas. Et sans commerce, il n'y aura pas de population, et sans population, mais il n'y aura pas d'attractivité de centre-ville, en dépit des efforts que l'on peut, et les uns et les autres, projeter en matière d'animation du centre-ville. 1 minute 30, parfait. Vous avez un chronomètre dans la tête, monsieur. Mais monsieur Uturi, quel dommage que vous ayez dans votre liste Béret, attention, vous dépassez là. Directeur de la Caisse d'épargne, qui va quitter la rue Lubartou dans un mois.
Allez, on change de sujet, excusez-moi, messieurs. Il faudra m'expliquer pour quelle raison vous ciblez comme ça des individus dans leur vie personnelle. S'il vous plaît. Parce que vous nous parlez de la rue Lubartou, mais que Attention, vous monsieur. avez dans votre liste celui qui va fermer la caisse d'épargne. Attention, monsieur, il nous reste très peu de temps. Monsieur Conto-Carrère n'est absolument pas crois pas que ce soit le responsable du décideur. destin de la caisse d'épargne dont il a dirigé l'agence à la rue Lubartou. C'est farfelu comme argument. Attention, monsieur, il nous reste très peu de temps. On va vous demander seulement 1 minute. Je ne crois pas que ce soit le décideur, effectivement. Bien sûr. Seulement plaît. 1 Allez, minute pour on parler écoute de la Gilda. santé, même si on sait que ça vaut infiniment plus. Daniel Lacrampe, comment lutter contre la désertification médicale? Vous avez 1 minute. Rappeler tout simplement ce que certains semblent ignorer, parce que quand je lis certains programmes, quand j'entends certains discours, rappeler qu'on ne part pas de rien sur ce territoire. Les élus se sont emparés de la santé depuis 2005-2006 par le biais du syndicat mixte du Haut-Béarn. Et c'est parce qu'il y a eu un travail en profondeur qui a été engagé à ce moment-là que l'Agence régionale de santé a pensé que ce territoire était capable de porter un contrat local de santé. Il y en a eu un entre 2014 et 2018 avec énormément de travail, le tout articulé autour du centre hospitalier qui est indispensable sur un territoire comme le nôtre. Et les travaux qui sont engagés, les travaux lourds de restructuration aujourd'hui démontrent bien que cet hôpital est pris en considération en haut lieu. Donc il y a eu ce premier contrat local de santé dont les effets ont été jugés tellement positifs que l'Agence régionale de santé en a financé un second qui a commencé au 1er janvier 2020-2023. Et pour lutter contre la désertification médicale, mais alors je le dis, ce n'est pas la solution, mais l'une des solutions, c'est justement d'accompagner les professionnels de santé du Piémont-Oloronnais, ils sont aujourd'hui 53, qui portent depuis 2 ans et demi un projet de maison de santé avec toutes les professions, les généralistes, les cardiologues, les infirmières, les kinés. Ils savent très bien que c'est la condition pour espérer attirer de nouveaux médecins, de jeunes médecins qui ne veulent plus aller dans des cabinets isolés, qui veulent pouvoir se concerter, qui veulent pouvoir partager leurs informations. Merci. Donc aujourd'hui, ce projet est en cours, c'est un très très beau projet et j'espère que tous les élus que nous sommes, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, vont continuer à accompagner ce projet. Merci. Et je répète, et dernier point, ce projet de santé, les médecins, les professionnels de santé se sont prononcés pour qu'ils puissent dans toute la mesure du possible en centre-ville. Désolé, mais je suis obligé de passer la parole à M. Luc Garay. Oui, moi, le problème de la santé est suffisamment important. Je le connais, moi aussi, et très bien, en tant que président du conseil de surveillance. Et lorsqu'on parle des travaux qui sont en train de se faire dans l'hôpital de Laurent, je peux en parler abondamment, puisque c'est moi qui ai été chercher les crédits à Bordeaux, les 20 millions d'euros, ainsi que pour la décision de reconstruire l'EHPAD. Deuxièmement, le sujet est suffisamment important pour que j'ai pris dans ma liste, non pas un médecin retraité, mais un médecin qui est en pleine activité, le docteur Jean-Luc Marle, chirurgien bien connu à Oloron, et qui peut parler de santé sans aucune difficulté. Moi, je ne partage pas votre avis de faire cette maison de santé en centre-ville. D'abord, le terrain que vous avez proposé est un terrain qui coûte extrêmement cher en termes fonciers. Deuxièmement, c'est un terrain qui va coûter extrêmement cher parce qu'il va falloir complètement le désosser pour pouvoir arriver à construire dans le respect de l'ère de valorisation de l'architecture du patrimoine, puisqu'on est dans le périmètre de la cathédrale Sainte-Marie. Enfin, vous allez construire une maison de santé toute neuve. Elle va avoir un coût qui est celui de la construction neuve et vous allez en même temps avoir des subventions qui seront plafonnées. Le résultat, c'est que les loyers seront tels qu'aucun médecin ne viendra chez vous. Et en plus, vous laisserez une friche à l'entrée de Laurent à Saint-Pé. Eh bien moi, nous achèterons la polyclinique de Saint-Pé et nous proposerons sans loyer pendant un certain temps d'y installer les médecins qui le voudront. Merci, monsieur. Allez, les électeurs trancheront, excusez-moi. On est en période électorale, ça fait pas de mal Nathalie de Postor, s'il proposer, vous plaît, sur la question de la santé, monsieur Lacrampe, C'est pas n'importe quoi d'acheter la polyclinique. On laisse parler Madame Pastor, s'il vous plaît. Ce que je regrette, c'est que tout à l'heure, on stigmatise un employé de la caisse d'épargne qui n'est pas le décideur. Là, maintenant, on stigmatise des médecins qui sont à la retraite. Allez, S'il vous plaît, monsieur Lacrampe, Madame Pastor est largement en retard sur son temps de s'il vous parole. plaît. Alors, sur la question de la Non, santé. monsieur Luc Garay, là, excusez-moi. Monsieur Luc Garay, s'il Dans vous les plaît. maisons. Sur la question de la santé, moi, ce qui me dérange Sur le là, code. dans ce que j'entends, c'est qu'on parle d'argent. Alors, je sais bien que je vais encore passer pour le... Comment vous dites ça? L'angéliste? Comment vous avez dit Mais... d'angélisme, Mais je voilà. ne visais personne et tout le monde.
Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me dérange profondément, c'est qu'on parle d'argent. Moi, j'ai rencontré les syndicalistes de l'hôpital et qui me disaient qu'il y a un conseil de surveillance où monsieur le maire n'a pas été très présent. C'est ce que j'ai eu, c'est les échos que j'ai eu. Mais je le présidais. Non, oui, alors vous étiez au... Attendez, j'ai pas été présent. Non, si, vous étiez... Ah, je vais vous sortir la liste. Vous étiez au conseil de surveillance. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas accompagné les personnes avant. C'est le retour que j'ai eu. Monsieur Luc Biray, laissez-la parler. Je sais que vous êtes mis en cause, mais laissez-la parler. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des personnes qui attendent qu'on les écoute et qu'on les accompagne dans les dossiers, justement, où elles viennent pour dire... Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, font des heures supplémentaires, qui ne vont pas être payées, qui ne vont pas pouvoir être récupérés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'hôpital se sent mal. Enfin, on le voit bien dans l'actualité aujourd'hui. C'est un débat qui dépasse largement le local, mais je pense que nous avons ici, en tant que politique locale, nous avons moyen de faire pression auprès de l'ARS et bien au-delà. Enfin, il faut être courageux aujourd'hui, je crois, au niveau des politiques locales et dire « mais ça ne peut pas durer. On ne veut pas avoir des gens en face de nous qui parlent d'argent. On veut des gens qui parlent d'humain. » Aujourd'hui, l'hôpital, que des hôpitaux ferment dans les petites villes comme les nôtres, c'est juste aberrant. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de ça, est-ce que vous avez des solutions plus concrètes et qui rentrent dans les attributions d'un élu local? C'est ça. Donc là, nous, c'est vraiment accompagner le personnel de l'hôpital dans ce qu'il demande, en fait. Et après, il y a tout un dossier qui existe sur notre site internet LCO 2020, où il y a un dossier justement sur tout ce sujet sur la santé. Et nous, on est plus sur le côté public que privé, puisque la maison de santé, c'est privé. Et nous, on est plus sur quelque chose qui va sur du public, sur un centre de santé. Alors voilà, après, je vous conseille vraiment d'aller regarder de plus près ce qui se passe sur le site internet. Voilà. Très bien. Bernard Uturi, sur la question de la santé. La question de la santé, on peut la considérer sous deux formats. Le format du soin, enfin, la dimension soin curatif, et puis la dimension prévention. Sur le format du soin, la santé est organisée de telle façon en France que les élus n'ont pas de pouvoir direct, si ce n'est créer les conditions pour accueillir dans les meilleures conditions possibles et être attractif pour une population qui ne vient pas automatiquement, je parle des médecins, vers les sous-préfectures de notre style. Ils se marchent sur les pieds à Antibes et à Biarritz, mais ils sont un peu moins nombreux à Oloron et encore moins nombreux dans des secteurs qui sont moins attractifs d'Oloron. Sur cette dimension-là, nous devons être les porte-voix. Les porte-voix pour que nos parlementaires soient sensibilisés sur cette question-là et que l'on fasse en sorte, à terme et à court terme, j'espère, que des médecins qui sont formés à l'aide de la puissance publique, dont les études sont en partie financées, puissent aller rendre les services de leur profession là où on a besoin d'eux prioritairement. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais enfin, j'imagine assez que ce que vit un fonctionnaire, un professeur, un agent de police, puisse s'appliquer à ce... Mais on est dans un exercice libéral, donc c'est une autre paire de manches. Sur la santé préventive, mais à notre niveau, nous pouvons essayer de déstresser un petit peu, d'accompagner la population. Nous savons très bien que le stress, le chômage, le mal logement, le mal vivre sont des facteurs de maladie. Ça rend malade, ça fait mourir parfois. Et donc nous avons, là, par l'aménagement de nos places, par des dévaluations, par l'ouverture des espaces publics et sportifs à la pratique sportive, par l'incrémentation de la pratique sportive dans la possibilité de prescription des médecins, ça existe déjà dans certains secteurs, nous avons des possibilités d'agir. En tous les cas, à la fois porte-voix, pour que notre hôpital ne ferme pas. Je rappelle que dans le mandat précédent, notre hôpital était menacé de mort. À l'époque où la clinique et l'hôpital, la clinique devait fermer, l'hôpital devait disparaître, ça a été sauvé et rattrapé par les pattes arrière d'une certaine manière, y compris la maternité d'ailleurs. Bon, tout cela a changé, évolue, la tarification à l'acte, l'obligation des hôpitaux publics de s'équilibrer financièrement, le tabassage que subissent les personnels de l'hôpital notamment. Nous avons sous les pieds une bombe atomique sociale avec le personnel de l'hôpital. Tout cela, nous devons l'accompagner sans avoir véritablement la main dessus. Allez, il nous reste, je vous donne 1 minute pour le sujet environnemental. Désolé, vous avez été un peu bavard pour certains. Je sais que ça va être court, mais sinon, il n'y a pas de minute de conclusion. Gilda. Et oui, le sujet environnemental, c'est difficile de passer outre. Il y a une problématique du trafic de camions à Oloron. Donc certains d'entre vous voudraient plutôt construire des routes. Certains préfèrent réglementer la circulation. Quelle serait votre solution pour diminuer le trafic de camions à Oloron, Daniel Lacrampe ? Mais quand vous dites certains voudraient construire des routes, là aussi, soyons très précis.
Aujourd'hui, en matière d'infrastructure, c'est quoi le problème? Le problème, c'est la sécurisation de la RN 134 et qu'il faut mener jusqu'à son terme. Il est impensable, inadmissible qu'on ait aujourd'hui des villages où les gens, quand ils ouvrent leurs volets, sont obligés de faire très très attention parce qu'il y a un camion qui peut leur arracher sous les yeux. Il y a la déviation Gabande-Pont-Laclos qui a été terminée. Aujourd'hui est en chantier la déviation Gabande-Gurmançon avec maîtrise d'ouvrage de l'État et participation à 50% du département. Il faut qu'elle se fasse parce que ça va être du délestage de ces voitures qui ne vont plus traverser en ville. Et puis il y aura également, n'ayons pas peur de l'évoquer, sera également en perspective la liaison rapide Oloron-Pau quand on voit dans quel état est aujourd'hui la saturation de cette route, de cette RN 134, y compris en matière de santé, parce que quand on ne pourra pas faire venir l'hélicoptère chaque fois. On avait dit 1 minute. Monsieur Luc Béreil, à ce sujet. Oui, très rapidement. D'abord, me réjouir que nous ayons pu dans ce mandat terminer la fameuse déviation ouest, puisqu'elle est maintenant finie, et que nous ayons obtenu de haute lutte le financement de la nouvelle déviation Gabande-Gurmançon. Pourquoi la faire? Bien parce que nous voulons enlever tout le trafic pénalisant que nous avons dans la cité, et en l'enlevant, pouvoir dégager notamment de l'espace pour faire du passage pour les mobilités douces, et notamment des pistes cyclables pour les vélos. Donc voilà pourquoi il nous paraît important. Et deuxièmement, parce que la conjonction des routes et du rail, dont on ne parle pas, eh bien, pourrait demain, pourquoi pas, être à l'origine d'une plateforme logistique, d'une aire sur laquelle on pourrait donc avoir de la logistique, bien sûr, mais aussi des rencontres de camions, du ferroutage, etc. Et donc, pour nous, oui, cette réalisation est importante et même nécessaire. Très bien. Madame Pastor, l'environnement, la question des camions, mais peut-être plus largement. Vous avez 1 minute 30, vous. D'accord. Donc sur cet aspect-là, nous on pense que clairement la déviation c'est une incohérence écologique. Après sur le fait, la route c'est pas le problème en fait. Le problème c'est les camions. Les camions il y en a trop, il y en a aujourd'hui trop. Si on fait une déviation, il y en aura encore plus. Nous ce qu'on propose c'est de faire des péages, de faire en sorte qu'il y ait moins de camions. Donc ça veut dire pas de route et moins de camions à côté. On prend des arrêtés municipaux qui vont faire en sorte que ça va diminuer le passage des camions. Après, on parle aussi, là on va au-delà. Nous, ce qu'on propose Certains arrêtés sont parfois retoqués par le tribunal administratif. Oui, vous le savez, ils sont attaqués par le préfet. On l'a vu, pas loin d'Oloron. Ça peut être retoqué, mais on est dans une époque de paradoxe aujourd'hui où il y a des maires très courageux qui prennent des décisions, qui prennent des arrêtés. Il y a effectivement des procès, mais si on est de plus en plus nombreux, ça peut changer les choses. Voilà, c'est notre credo en fait. Pourquoi il y a beaucoup de listes citoyennes cette année en France? C'est justement parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui disent « Oh là, stop, ça suffit, on va dans le mur ». Voilà. Mais ce que je voudrais juste revenir sur ce qu'on était en train de dire, nous ce qu'on propose c'est de faire un plan mobilité globale sur toute la circulation en ville, notamment, et je rejoins M. Luc Béreil sur la mobilité douce, sur les pistes cyclables, sur comment on fait quand on est maman avec des poussettes, quand on est en fauteuil. C'est vraiment revoir l'ensemble de la mobilité, mettre plus de navettes, voir au niveau des trajets en train, peut-être avoir des bus, un parc automobile aussi d'autopartagé. Voilà, on va vraiment dans ce sens-là, c'est avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau circulation sur Oloron. Très bien, Bernard Uturi. Alors, je crois que ce qui nous distingue de ce que vient de dire Nathalie Pastor, c'est sans doute un problème de calendrier, mais en aucun cas un problème d'objectif. On part d'une situation, nous savons tous que nous devons moduler l'usage de la voiture individuelle, que nous devons moduler le transport de marchandises par camion. Pour cela, il faut relocaliser les productions pour éviter ces allers-retours incessants. Il faut apaiser la circulation. Vous verrez dans notre programme que apaiser la circulation, ça correspond à des choses qui sont prévues dans le code de la route, sur des zones commerciales peut-être pour commencer, et Dieu merci, il y en a à Oloron, faire en sorte que les voitures roulent très lentement et que les priorités s'inversent au bénéfice des piétons, d'abord, au bénéfice des vélos ensuite, au bénéfice des poussettes bien évidemment, et au bénéfice de la navette également. Et on aura ainsi des circulations partagées.
S'agissant du problème de la... Et puis augmenter les circulations collectives, navettes, trains. Chacun sait ici que je me suis battu contre tout le monde à peu près sur le territoire pour que l'alternative du train pour 2 millions de tonnes de marchandises par an, ce qui correspond à 70% des marchandises qui passent actuellement par le Somport, passe par des trains, non pas en ferroutage. Voilà. Et il va falloir conclure. Si je dois conclure sur cette question-là, effectivement, la déviation à laquelle nous sommes favorables est un pis-aller. Parce qu'il nous faut avant tout gérer un espace de temps qui est important. Nous ne sommes pas encore aux motorisations électriques, 70%, 75% viennent du nucléaire. Nous ne sommes pas encore à l'hydrogène, c'est quand même un peu explosif pour l'instant pour être balancé. Allez, monsieur Uturi, désolé, là vous avez plus de temps, désolé. Merci. Là, vous êtes arrivés à peu près tous à la même... on est à peu près au même temps. En revanche, je vous avais donné 1 minute pour conclure. Vous avez 30 secondes parce que je suis désolé, mais vous avez tous beaucoup trop parlé, même si c'était passionnant. Daniel Lacrampe, vous avez 30 secondes, vous regardez la caméra. Et je vous arrête dès que vous avez dépassé. Mais ça va être très simple. Hein. On sort d'un mandat qui a été difficile, où la ville d'Oloron a beaucoup plus souvent défrayé la chronique que montré son véritable visage. On a une ville qui a un potentiel extraordinaire, et on l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit sur le plan économique, sur le plan patrimonial, sur le plan paysager. Faisons en sorte de la faire rayonner, cette ville, autrement qu'en la stigmatisant par ces affaires qui l'ont un petit peu polluée. C'est pour ça que je souhaite qu'on revienne à une gouvernance apaisée, à une gouvernance tranquille, qui soit à l'image de cette ville où les Oloronnaises et les Oloronais veulent vivre et travailler de manière tout à fait tranquille. Merci, monsieur Lacrampe. Hervé Lucbéreil, 30 secondes. Pour répondre à monsieur Lacrampe, je lui rappellerai que je n'ai été condamné à rien et que malgré tout ce qu'il répand de maison en maison, eh bien, il n'y a aucune démarche qui est engagée à mon encontre. J'ajoute d'ailleurs que j'ai là mon casier judiciaire. Vous voyez, il est vierge, je vous le montre. Je ne suis pas sûr qu'on lise bien à l'image, hein, monsieur Lucbéreil. Ça, c'est le premier point. Le second point de conclusion est très simple. Si vous voulez un maire qui prend Oloron comme un marchepied pour être président de la communauté de communes, il faut voter pour M. Lacrampe. Si vous voulez un maire qui sera à Bordeaux et jamais dans sa mairie, il faut voter M. Uturi. On a déjà expérimenté. Allez, monsieur si vous voulez une maire ouverte, vous avez donc Mme Pastor. Et si vous voulez un maire dont vous êtes sûr qu'il sera à la mairie, eh bien, il faut voter pour moi. Ok, merci Mme Pastor. Ça va être très court. Donc moi, vous avez tous compris que je ne suis pas une politicienne. Et en fait, moi, si je suis là, c'est bien parce que je trouve qu'on n'a pas eu de soutien ni administratif. Enfin voilà, il n'y a pas eu de soutien au niveau de la commune par rapport à toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer moi sur le territoire au niveau associatif. Nous pensons qu'il n'y a pas de solution aux grands défis qui nous attendent aujourd'hui, dans tout ce que j'ai pu entendre. Voilà. Et qu'en gros, s'il n'y avait pas la liste citoyenne aujourd'hui, moi je voterais blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Bernard Uturi, 30 secondes. S'il vous plaît, 30 secondes. S'il vous plaît, 30 secondes. Bon, ça commence maintenant, top départ. J'observe que les combats de coq, et je suis très attentif au bien-être animal, continuent quand même et ne sont pas de nature à ramener la sérénité que nous voulons ramener dans cette ville, la confiance également que nous voulons ramener dans cette ville qui sombre un peu dans la morosité. Moi, ce que je souhaite, c'est, avec mes coéquipiers, prolonger l'esprit participatif dont j'ai pu parler pendant ce débat, avec un fil rouge et un fil vert. Le fil rouge, c'est l'urgence et l'équité sociale. Le fil vert, c'est l'urgence écologique. Établir une sorte de feuille de route néo-terra à l'identique de ce qu'est la région. Et puis vous dire que la constitution de la liste que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire allie à la fois la disponibilité... Non, vous allez dépasser là. vite. La compétence... et la volonté, l'intégrité également dans la gestion de la ville. Merci Monsieur Uturi, Madame merci, Messieurs merci. Vous retrouvez donc ce débat sur notre site internet jusqu'au 15 mars, c'est-à-dire date du premier tour. Et vous retrouverez le compte-rendu, les analyses, le décryptage ce mardi 3 mars dans les éditions de La République et l'Éclair. Merci, au revoir.